Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale de vendredi 14 janvier. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et on va refaire le point dans le journal dans un instant sur les principaux titres de ce jour. On va revenir évidemment en images sur la mobilisation des enseignants hier. Fait assez rare pour être souligné, secteur public et secteur privé ont défilé côte à côte dans les rues de La Roche-sur-Yon, mais également sur l'Île-Dieu. Dans le journal, nous parlerons aussi du façonnier de luxe Bleu Océane. Installée à Beauvoir-sur-Mer, l'entreprise est lauréate du Fonds de soutien à l'investissement industriel. Elle est la seule entreprise française à avoir une laverie intégrée dans ses locaux qui permettent d'élaver donc les jeans sans aucun produit chimique. Et puis notre plus de l'info du jour va nous permettre de parler baby-foot. La Coupe du Monde approche. Ce sera en juin prochain chez nos voisins nantais. Et donc d'ici là, quelques collèges français se sont remis à la discipline. Et nous, on ira voir ça du côté du Poiré-sur-Vie. Mais avant tout ça, jetons un dernier œil à la météo de ce matin avec le fait marquant. Ce sont les routes qui étaient glissantes au lever du soleil. Soyez encore prudent à 8h30 à l'heure de partir au travail. Température négative sur l'ensemble du département. Et quelques nuages également à retenir sur la moitié est de la Vendée. Cet après-midi, on développera le programme avec Fanny tout à l'heure, juste après le journal. Ce qu'il faut retenir, c'est la disparition des nuages sur l'ensemble du département et encore une après-midi assez fraîche. Pour les marées, la mer est annoncée comme peu agitée aujourd'hui en Vendée. Ça y est, elle est à son point le plus bas. La prochaine pleine mer sera en début d'après-midi, 14h48. Attention aux petits coefficients, toujours qui réduisent le temps de passage pour la traversée entre le continent et Noirmoutier, même si maintenant emprunter le Gois va se révéler être un petit peu compliqué puisque la prochaine basse mer est quand même à 9h moins le quart ce soir. On va finir cette page info pratique avec la carte des rendez-vous marchés du vendredi. Prenons notre exemple du jour, direction Rive de Lyon, au sud de La Roche-sur-Yon, comme tous les vendredis, du côté de Saint-Florent-des-Bois, plus précisément. Il y a un marché qui commence à 9h dans une demi-heure et qui se poursuit jusqu'à 12h30. Rendez-vous sur le parking de la Coulée Verte et puis les autres rendez-vous de ce vendredi s'affichent à l'écran. Avant de passer au journal, on prend juste le temps d'ajouter que nous gagnons 1 minute d'ensoleillement pour ce 14 janvier. Le soleil va donc se coucher à 17h43. On referme la page des infos pratiques là-dessus et on passe au journal. Et nous allons, pour commencer, revenir donc sur la mobilisation du personnel de l'éducation hier dans les rues de La Roche-sur-Yon. 300 à 400 personnes qui ont défilé dans le centre-ville l'après-midi suite à l'appel d'une intersyndicale. Fait rare, secteur public et secteur privé ont marché côte à côte pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par l'éducation nationale. Pierre Dalicieux. Une grève dans l'éducation nationale plutôt bien suivie dans le département avec 26% d'enseignants grévistes du premier degré dans le public. Le message est clair, les syndicats expriment un ras-le-bol général. On est assez satisfait du degré de mobilisation. Contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, ça n'est pas une grève contre le virus, mais au contraire une grève pour avoir les moyens de faire face au virus et de maintenir les écoles ouvertes comme on le souhaite depuis le début. Mais pour maintenir les écoles ouvertes, il faut des moyens. Notamment des moyens matériels comme les masques pour les enseignants et pour les élèves. Une colère dans la fonction publique dans le premier degré mais également dans le second degré, collège et lycée. Un manque de moyens pour faire face à la crise sanitaire que déplore aussi l'enseignement privé qui, et c'est assez rare, se retrouve dans la rue aux côtés de l'école publique. Les enseignants du privé sont comme les enseignants du public. Ils en peuvent plus, ils sont au bout. Ils se sentent plus protégés dans l'exercice de leur métier. Avec les protocoles sanitaires successifs, ils se sentent complètement lâchés par notre ministre, Monsieur Blanquer. Un mouvement soutenu également par les parents d'élèves de la FCPE et parmi les grévistes, des infirmiers, infirmières scolaires, mais également des assistants d'éducation, des professions confrontées à la crise sanitaire et dont on parle assez peu. C'est hyper compliqué de gérer la gestion des cas Covid. Le matin, c'est des téléphones qui sonnent à foison pendant une demi-heure avec des cas Covid, des cas contacts à essayer d'aller chercher dans les classes, à faire sortir les parents, à appeler. C'est une gestion au quotidien et du coup, on passe notre temps à gérer le Covid, les cas contacts et à plus s'occuper réellement des élèves sur les temps autres, les permanences, les études. Et avec le manque d'enseignants aussi et du coup des enseignants qui sont eux aussi Covid et cas contact, on n'a pas de quoi mettre les élèves dans de bonnes conditions, quoi.
Une manifestation ici à La Roche-sur-Yon qui aura rassemblé, selon les syndicats, près de 450 personnes. Et une grève qui aura touché une grande partie des établissements scolaires du département. Et c'est une mobilisation nationale qui n'aura pas été vaine, estiment les syndicats, puisqu'hier soir, Jean-Michel Blanquer a annoncé de nouvelles mesures pour l'école, l'achat de masques FFP2 pour commencer, pour les enseignants qui sont en contact avec les enfants handicapés et les enfants à risque, mais aussi pour les enseignants de matériel qui, je cite, en feraient la demande. Plus largement, le ministre de l'Éducation a également annoncé le recrutement de 3300 contractuels, d'assistants d'éducation et de personnel administratif. Enfin, les évaluations pour les enfants de CP qui sont traditionnellement organisés en ce moment même, au mois de janvier, sont reportés à une date ultérieure. La mobilisation vendéenne s'est donc concentrée sur La Roche-sur-Yon, vous l'avez vu, mais sur l'Île-Dieu aussi, il y a eu un rassemblement. Image ici envoyée par notre confrère de Neptune FM, Philippe Turbet, un cortège de près de 80 personnes avec des enseignants, du personnel de l'éducation, mais aussi des parents qui s'étaient ralliés au cortège. On comprend complètement l'état d'épuisement de toutes les équipes du monde éducatif, des animateurs périscolaires et de tous les gens qui gravitent autour de l'école, leur épuisement, leur exaspération de ces changements de protocole permanents, des conditions dans lesquelles ils doivent faire leur travail. Et puis on est épuisés aussi, nous en tant que parents, de devoir nous adapter en permanence, de voir que nos enfants ont des conditions d'apprentissage qui deviennent déplorables. Donc ouais, on est là pour les soutenir. En bref, maintenant, cet incendie hier matin à Luçon, ça s'est passé dans les bureaux du magasin de bricolage Bricomarché. La surface commerciale, elle, n'a pas été touchée. Le personnel a été évacué le temps de l'intervention. 2 personnes ont été intoxiquées, transportées à l'hôpital de la ville. Une vingtaine de sapeurs-pompiers du Sud-Vendée ont été mobilisés. De l'économie à présent avec le sous-préfet des Sables-d'Olonne qui était à Beauvoir-sur-Mer hier. Il visitait les locaux de Bleu Océane, un façonnier qui travaille pour des marques de luxe. Sa spécialité, le jean, pour confectionner aussi bien des vêtements que des accessoires. Et grâce au fonds de soutien de France Relance, l'entreprise a pu investir dans une technique qui permet le délavage des jeans sans produits chimiques. Grégoire de Châtillon. 100 000 €, c'est la somme dont a bénéficié cette entreprise dans le cadre de France Relance. Une aide versée par la région afin de soutenir ce façonnier qui travaille pour de grandes marques de luxe. C'est un véritable plus, c'est une aide substantielle de l'État et de la région en particulier. Ça nous aide à accomplir des investissements qu'on aurait peut-être mis un peu plus longtemps à faire. Et ça nous aide également à investir dans de nouvelles ressources, de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui nous permettront de faire fonctionner tous ces investissements en machines. De nouvelles machines investies pour un développement soucieux de l'environnement. L'entreprise Bleu Océane, qui compte une 60aine de salariés basés à Beauvoir-sur-Mer, ainsi que 150 employés dans sa filiale en Tunisie, peut désormais, grâce à ces nouvelles machines, délaver par exemple ses jeans au laser, procédé beaucoup plus écologique que dans le passé. Un soutien financier le bienvenu dans une période de crise sanitaire. Il va permettre à ce façonnier de répondre non seulement à la forte demande de ses clients, mais aussi de poursuivre son développement. Ce sont les entreprises qui ont des projets de développement, des projets d'investissement, de modernisation, aussi qui permettent de contribuer à la transition écologique. Le plan de relance va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, mais déjà sur le territoire, on a plus d'une 50aine d'entreprises qui ont été aidées grâce au plan de relance. Pour poursuivre sa croissance, l'entreprise Bleu Océane de Beauvoir-sur-Mer a besoin aussi de recruter. Elle recherche activement une dizaine de mécaniciens ou mécaniciennes en confection. On a appris hier la mort de Paul Bazin, ancien maire des Lucs-sur-Boulogne, ex-conseiller général également. Paul Bazin est à l'origine de la création du mémorial et de l'historial de la Vendée, un inlassable serviteur du département qui tire sa révérence, écrit Alain Leboeuf dans un communiqué. Et puis décès également d'Eugène Achard, l'ancien maire de la Garnache dans le nord-ouest vendéen. Eugène Achard avait 89 ans, il avait été maire de la Garnache entre 1989 et 2001.
Du sport à présent, avec cette discipline qui va faire rêver plus d'un amateur de science-fiction. À Challans, des cours de sabre laser sont donnés en club et leur attractivité, vous allez voir, va bien au-delà de la génération Georges Lucas. Le maniement de cette arme très officielle, référencée par la Fédération française d'escrime, commence très jeune. Cyril Guillet. 1, 2. Depuis quelques années, les fans de Star Wars peuvent se glisser dans la peau de leur personnage préféré. Si les plus jeunes n'ont pas encore vu les films, ils sont comme des poissons dans l'eau dans cet univers fantastique. Et c'est comme dans le futur, mais c'est censé être il y a longtemps. Il y a les Sith et les Jedi. Ça me procure un peu comme si on était dans le Faucon Millenium. Ici, les jeunes padawans appréhendent la manipulation du sabre laser, une pratique sportive en plein développement qui intègre 3 disciplines, le combat, le kata et la chorégraphie, comme présenté sur ces images. C'est des passionnés, mais qui découvrent le sabre laser, parce que pour la plupart, comme 90% des gens, on demande tout le temps, mais c'est un vrai sport. Eh bien oui, c'est un vrai sport, hein, et puis c'est assez complet. Donc voilà, ils viennent justement pour cet univers et pour cette partie chorégraphie et combat. Et selon les disciplines pratiquées, les sabres laser utilisés diffèrent. Le sabre laser simple, c'est-à-dire avec une seule couleur et pas de son, c'est plus utilisé pour le combat finalement. Et puis, voilà, le sabre laser avec le son. Voilà. Donc il a une douzaine de couleurs, etc. Et puis chacun prend la couleur qu'il a envie. Intégré depuis 2018 à la Fédération française d'escrime, comme la 4e arme, avec le fleuret, le sabre et l'épée, la pratique du sabre laser attire de plus en plus. Le côté chorégraphie, c'est ce que je cherchais à faire en fait, ce mélange de combat, de théâtre aussi, et puis quelque part presque un peu de danse, puisque voilà, c'est des enchaînements qui sont connus et travaillés. C'est un côté très sportif. Chaque mouvement est repris, ce qui ne va pas est changé, et puis après on s'entraîne pour que tout soit le plus fluide possible et que on ait le rendu, dans l'idéal, on a le rendu comme dans les films. Il y a de la coordination de mouvement, il y a du combat, il y a de la choré. La base, c'est ça. Franchement, et je base beaucoup le début de mes cours à faire de la coordination de mouvement. Sur des jeux, hein, bien sûr, mais c'est primordial. C'est comme ça qu'on apprend à se déplacer, en fait. Des compétitions de combat sont déjà organisées par la Fédération française d'escrime. Pour ce qui est de la partie chorégraphie, un règlement est à l'étude. Les premières rencontres devraient avoir lieu courant 2023. Nous terminons avec une pensée pour les 41 candidats ligériens qui représentent jusqu'à demain les Pays de la Loire au final national des 46e Olympiades des métiers. Ça se passe à Lyon. À la clé, une sélection en équipe de France pour représenter le pays en octobre prochain à Shanghai. À noter que lors de la dernière édition internationale, sur les 7 Ligériens présents, 5 étaient repartis avec une médaille. Avant de refermer ce journal de ce vendredi, on va retrouver maintenant Fanny pour le bulletin météo. Quant à nous, eh bien, rendez-vous juste après pour la deuxième partie du programme. Retrouvez la météo avec les 258 établissements de l'enseignement catholique de Vendée. Bonjour à toutes et à tous, c'est une ambiance bien hivernale qui nous concerne. Vous l'avez sans doute remarqué le matin, si vous avez dû gratter votre pare-brise, il fait froid. Mais le soleil brille généreusement et ça fait du bien. On s'intéresse dans un premier temps à notre vendredi 14 janvier. Attention au début de matinée, le brouillard peut être présent sur une bonne partie du département. Il se disloque en cours de journée au profit d'un très bel ensoleillement. Concernant les températures, anticipez votre départ au travail, vous risquez de nouveau de gratter votre pare-brise, sauf si vous télétravaillez. Bien sûr, on compte moins 2 degrés minimum au réveil dans l'intérieur des terres. C'est tout de même plus doux le long des côtes avec 2 degrés de moyenne et 5 à 6 sur les îles. On passe à l'après-midi, le ciel est totalement dégagé, pas un nuage ne circule, le flux bascule à l'est, ce qui ne favorise pas la remontée des températures. On compte seulement 7 degrés de moyenne sur la majeure partie du territoire, hormis l'île-Dieu qui obtient un 8 degrés. La suite du programme et notamment celui du week-end, eh bien samedi le soleil reste omniprésent en Vendée, quelques nuages peuvent tout de même circuler principalement sur le littoral en seconde partie de journée, mais l'ambiance reste tout de même ensoleillée, le mercure est compris entre 0 et 8 degrés. Attention, les gelées ne sont pas exclues le matin. Dimanche, sans surprise, le soleil brille sur l'ensemble de la Vendée, les températures affichent
De 0 à 6 degrés le matin et de 7 à 8 l'après-midi. Et puis lundi, pas de changement. Le ciel s'annonce toujours aussi lumineux et dégagé. Le mercure ne bouge pas non plus. On compte de 1 à 8 degrés de moyenne. Retour au vendredi 14 janvier. Le soleil se lève à 8h46 et se couche à 17h43. La mer sera haute à 14h48 et basse à 8h24 ainsi qu'à 20h45. Très belle fête également à toutes les Nina. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur TV Vendée et rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny, on va passer maintenant au plus de l'info du jour. Alors comme c'est vendredi, vous allez voir que c'est un plus qui sent bon la récré ou la petite parenthèse dans une grosse journée de travail. On va revenir sur le championnat du monde de baby-foot qui se profile, de baby-foot me dit-on en régie. Ce sera en juin du côté de Nantes. La Fédération internationale de football de table, en collaboration du coup avec la Fédération française de football de table, organise du 28 juin au 3 juillet la Coupe du monde de baby-foot au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes. On a lancé l'opération Sans baby-foot pour les écoles pour vraiment faire connaître la discipline du baby-foot aux enfants et aux jeunes. L'opération Sans baby-foot donc du coup a été mise en place par la Fédération internationale et ensuite déployée par chaque fédération sur son territoire. Alors, l'objectif de l'opération, c'est d'équiper gratuitement les établissements scolaires en baby-foot par l'intermédiaire de mécénat d'entreprise. Donc le mécénat d'entreprise, donc pour le coup là, c'est une entreprise qui finance l'achat d'une table de baby-foot à l'établissement de son choix et qui est ensuite défiscalisée à hauteur de 60% de son achat. Le mécène aussi, en plus du baby-foot, offre une place pour chaque enfant pour venir à la Coupe du monde de baby-foot le week-end, mais aussi offre la possibilité à l'école d'inscrire une classe pour venir lors de la semaine de la Coupe du monde et faire des activités ludiques et rencontrer les autres écoles participantes au projet. Le baby-foot n'est pas une discipline sportive connue pour son côté compétition. Donc du coup, cette opération va nous permettre d'attirer énormément de familles lors de la Coupe du monde de baby-foot. Et les enfants sont l'avenir du sport pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, et notamment le baby-foot. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants se créent des souvenirs avec un baby-foot, mais dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Nous avons saisi l'opportunité de cette opération pour déployer finalement un nouvel outil dans notre espace vie scolaire qui a ouvert il y a quelques mois maintenant. Ça nous a permis d'aller plus vite finalement dans les réalisations que nous souhaitions mener pour les jeunes. L'idée, c'est de faire cet espace un espace de vie, un espace de jeu, un espace de détente. Et donc cette opération nous permet de gagner quelques mois, voire peut-être une année sur cette offre d'un baby-foot. Notre objectif, c'est vraiment de développer la pratique du baby en loisir pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes en difficulté. C'est la clé de notre sport. En plus de la compétition, il va aussi y avoir tout ce projet de développement, de loisirs, de choses comme ça. Et c'est un plus de l'info sur les baby-foot que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Je crois que ça nous aura accompagnés sur toute la matinale, ça, depuis 7h. On va passer maintenant à l'agenda des sorties avec Camille. Et oui, car qui dit vendredi dit sortie, et c'est l'heure de retrouver donc les bons plans de Camille. Une sélection de coups de cœur loisirs qui vont nous emmener cette fois-ci au Sable d'Olonne à Tresseptier ou encore à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez.
un lieu, c'est une adresse. C'est là où je suis né et grandi en fait. Quel regard on peut avoir sur ses origines, sur son, comme on dit, birthplace en anglais, ça a vraiment un sens très, très concret en fait. C'est l'endroit où on est né. Les coups de cœur loisirs de Camille, c'est une chronique qui est mise en ligne sur notre site internet et que vous pouvez aussi retrouver tous les lundis en version XXL en direct sur l'antenne. On va maintenant ouvrir le programme télé. Et comme vous avez beaucoup aimé le petit extrait de Préface la semaine dernière, voici la suite. Préface, c'est cette émission qui vous permet chaque semaine d'aller à la rencontre d'un auteur. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le livre de Manon Fargeton. Tout ce que dit Manon est vrai. Tout ce que dit Manon est vrai. Alors Manon Fargeton, tout ce que vous nous racontez dans ce livre est-il vrai ? Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Néanmoins, vous le dites vous-même, c'est une histoire très personnelle que vous avez eu envie de mettre en mots dans ce livre. On va suivre cette jeune Manon sur plusieurs années. Ce sont plusieurs protagonistes qui vont nous raconter la même histoire, avec chacun un regard différent. Pourquoi ce besoin de raconter cette histoire de Manon, cette jeune femme qui a envie de se lancer en littérature, plus spécifiquement dans la bande dessinée, et qui va rencontrer un éditeur beaucoup plus âgé qu'elle, Gérald. Pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire ? Parce qu'elle était en moi depuis 15 ans, et qu'à un moment donné, il a fallu à la fois laisser les choses décanter, mais il fallait les laisser ressortir aussi. J'avais besoin d'en faire quelque chose. Donc j'en ai fait quelque chose et c'était vraiment cette idée de me réapproprier cette histoire-là. Il fallait le faire maintenant. Ouais. Nous sommes en 2004, dans les premières pages du roman. Nous faisons connaissance avec cette jeune fille qui s'appelle Manon. Elle a 17 ans, elle est au lycée, elle a 16 ans. Ouais. Elle prépare ses dernières années de lycée. Elle vit avec sa mère, les parents sont séparés. Elle s'entend bien avec son père qu'elle voit de temps en temps, mais qui lui a refait sa vie par ailleurs. Et puis elle a envie de percer dans la BD. Hein. Elle a un certain talent. Et ça va être l'occasion pour elle de rencontrer un éditeur, Gérald, qui a quelques années, qui a 56 ans, ouais. Quelques années de plus qu'elle, qui est en couple avec Viviane, et ce couple va se prendre d'affection pour Manon. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va le percevoir. Forcément, ça ne va pas plaire à l'entourage de Manon. Alors, au départ, c'est pas le couple qui se prend d'affection, c'est Gérald. C'est d'abord Gérald, et puis très vite, et ça déborde très vite. Voilà. Et puis effectivement, Viviane. Et on l'a dit, il y a donc une dizaine de personnages qui vont raconter cette histoire, chacun de leur point de vue, en empruntant la première personne du singulier. Cette relation en cache aussi une autre. Il y a deux histoires en une quelque part dans ce roman. Il y a deux histoires en une, mais qui sont complètement complémentaires et en écho l'une de l'autre. Et retrouvez l'émission en intégralité dans quelques instants, juste après la matinale. On passe au principal titre développé ce matin depuis 7h avec ces 300 à 400 personnes dans les rues de La Roche-sur-Yon hier. 80 supplémentaires sur l'Île-Dieu à la journée d'appel à la grève lancée par une intersyndicale de l'enseignement public comme privé a été entendue. Un mouvement qui a rapidement été suivi d'annonces puisque Jean-Michel Blanquer a présenté hier soir de nouvelles mesures pour les écoles comme le recrutement de 3300 contractuels ou encore le report des évaluations de CP qui étaient initialement prévues ce mois-ci. Dernier appel de la question de la semaine. Et donc, on va faire très rapide. En boulangerie, à votre avis, quel est le jour officiel de la galette des rois ? Le jour officiel de la galette des rois, vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. L'indice du jour, en grec ancien, son nom officiel veut dire apparition. Vous serez peut-être un des deux gagnants qui repartira avec 2 places pour un match de la saison régulière du Vendée Chaland Basket. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi dès 7h en direct pour un nouveau début de semaine ensemble. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous et à lundi.